Est-ce que ça fonctionne? Toujours un petit moment de suspense au début de chaque live. On attend de voir une petite notif. Hop, alors je sais. Ah, c'est bon. Ça a démarré. Eh bien, bonjour à tous en cette 5e semaine de confinement. Et je suis ravie de vous accueillir sur notre live à nouveau, donc sur la chirurgie. Aujourd'hui, on va se consacrer à la rhinoplastie. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, la chirurgie du nez. Voilà. Vous avez été énormément, pour le coup c'est un des sujets qui est le plus revenu en chirurgie après la liposuction, quasiment autant que sur la poitrine. Et pour la petite information, le thème sur la poitrine, le live sur la chirurgie mammaire aura lieu mardi prochain. Voilà. Donc aujourd'hui on va se consacrer au nez, puisque vous avez été beaucoup à poser des questions, et on va recevoir donc du coup le docteur Azoulay qui s'était aussi inscrit sur ce live avec moi. C'est un kiff les lives, merci beaucoup. C'est gentil. Franchement, c'est vraiment un moment. Je devais me faire opérer le 6 avril, je vois. Alors, pas de souci, vous inquiétez pas. De toute façon, en réalité, pour tout le monde, c'est pareil. Il faut simplement considérer que voilà, tout est un peu en pause ces dernières semaines. Et on va reprendre. Alors, avec l'annonce du président hier soir, on n'a pas encore nous fait de communication. Comme vous avez pu le voir aujourd'hui, sur la date de réouverture. A priori, il y aura des dates possibles à partir du 11 mai. Donc, on va annoncer bien évidemment l'ouverture le 11 mai également, je pense. Mais on attend les 2 prochaines semaines pour clarifier les façons dont on va gérer justement cette réouverture pour assurer la sécurité de nos patients et de nos équipes. Voilà, et des soignants bien évidemment. Donc comme la priorité, c'est vraiment votre sécurité, on est en train de profiter de ces 2-3 prochaines semaines pour vraiment changer complètement les méthodes de fonctionnement et assurer de pouvoir réouvrir avec beaucoup de changements en termes de parcours patient, de circuit, etc. Voilà. À chaque fois qu'on fait un live, on parle de mes dents. C'est problématique. Ma belle, pourquoi tu ne refais pas tes dents? J'avais répondu sur le live Invisalign la semaine dernière. Je vais répondre une dernière fois. Je considère vraiment que l'esthétique ou la beauté en soi, c'est subjectif et qu'on ne doit pas faire quelque chose pour ressembler à un idéal de beauté, mais on fait quelque chose parce que ça nous dérange. Et que pour moi, les petites imperfections font partie du charme de tous. Voilà. Et je trouve que mes dents, alors vous êtes beaucoup à pas les aimer, mais voilà, je trouve que mon sourire fait partie de moi et j'ai aucune envie de le changer. Voilà, le docteur Azoulay est présent. On va tout de suite aller démarrer ce live. Ça va devenir vexant ces remarques sur les dents. Non, mais ça me vexe pas. Salut Benjamin, comment ça va? Salut Tracy, tu vas bien? Voilà, le son marche beaucoup mieux que la dernière fois. Ok, c'est parfait, Top, tant je me mieux. suis acheté des écouteurs. Alors, je Ouais, c'est t'entends, bon, je t'entends. désolé. Ouais, j'ai eu en fait, quand on m'appelle, il faut que je coupe mon téléphone, mais je sais pas comment faire. Ok, Ça bug. Du coup, donc voilà. Donc j'ai dit qu'on allait parler rhinoplastie. On a reçu beaucoup de questions, mais comme d'habitude, priorité au live. On a fait une petite parenthèse avant que tu sois là sur mes dents. Ça fait toujours débat pendant les lives. Est-ce que je devrais refaire mes dents? Les gens s'acharnent mais dessus. elles Parce sont que très voilà. bien ces dents. Mais comme j'ai expliqué, voilà, l'imperfection et les petits, ça fait partie du charme de chacun. Et moi, personnellement, j'aime bien mon sourire comme ça. Donc je ne referai pas mes dents. Pour le moment, en tout cas. Ok, Alors, je trouve ton sourire parfait, madame la directrice. je ne m'attendais pas à ce que tu dises autre chose. Voilà, du coup, mais par contre, voilà, si ça vous déplaît, vous pouvez effectivement refaire votre sourire. Voilà, moi, j'aime bien les petites imperfections. Du coup, on va démarrer aujourd'hui. Le docteur Azoulay est avec nous aujourd'hui pour répondre à toutes vos questions sur la rhinoplastie. Mm. Et moi, en fonction de vos questions, je vais essayer d'illustrer au mieux ces réponses avec des petites photos, des vidéos. Enfin voilà, j'ai préparé les petites choses, mais comme d'habitude, place au direct et on va essayer de répondre à vos questions. Alors du coup, j'avais préparé une petite liste de questions aussi. Alors en attendant, j'ai pas vu s'il y avait déjà des premières questions. Il faut que je regarde parce que du coup, on avait débattu sur les dents. Mais les questions, c'est pas les dents aujourd'hui, c'est le nez. Comment peut-on combler les imperfections du nez par les injections? Première question. Docteur, peut-on combler plutôt? C'était plutôt peut-on combler? Alors, on peut combler des imperfections, donc on appelle ça la rhinoplastie médicale. Ce sont des injections que l'on fait avec de l'acide hyaluronique
on va dire, c'est deux choses totalement différentes. C'est le même mot, c'est le mot rhinoplastie, mais la rhinoplastie se veut chirurgicale, alors que la rhinoplastie médicale, elle sert soit à combler des imperfections post rhinoplastie chirurgicale, ou alors il y a des gens qui ne veulent pas passer par la case chirurgie et qui vont essayer de masquer une bosse en faisant des injections par de l'acide hyaluronique, qui vont essayer de relever une pointe lorsque la pointe n'est pas tombante avec un peu d'acide hyaluronique et du botox. Voilà, ce sont des méthodes qui sont non invasives et qui permettent de corriger certains défauts mais voilà, la rhinoplastie médicale ne peut pas remplacer la rhinoplastie chirurgicale. Ce ne sont pas les mêmes, on n'a pas les mêmes Voilà, en fait, il y a buts. certains types de nez sur lesquels les injections vont pouvoir, voilà, non pas changer, on va pas vous enlever une bosse, mais on va réussir à, voilà, Voilà, à faire en on peut, sorte que on de peut, profil, on on peut verra juste, moins cette voilà, bosse. Trichant. on peut juste estomper certains défauts. Voilà, on triche, on peut estomper des défauts, mais voilà, on ne corrige pas le vrai problème. Et donc la rhinoplastie médicale, c'est bien, mais ça n'a rien à voir avec la rhinoplastie chirurgicale. Voilà. Alors, il y a une deuxième question. Comment ça se passe pour un premier rendez-vous quand on habite enfin, quand on n'habite pas à Paris? Donc là, vous avez pu voir, ça, je vais me permettre d'y répondre. On a effectivement des patients, des patientes qui viennent se faire opérer à Paris, mais qui n'habitent pas à côté. On teste en ce moment enfin, du lundi, mardi et jeudi la vidéoconsultation qu'on a mis en place pendant la période de confinement, qui marche extrêmement bien pour des premiers avis, même si on fait la deuxième consultation sur place, et surtout pour un suivi à distance pour vous éviter de revenir au bout de toutes les semaines le premier mois ou tous les mois si vous avez envie de revoir votre chirurgien. Donc c'est bien évidemment possible. Après, le jour de l'intervention, il faut se déplacer sur Paris. Il y a une nuit à la clinique et vous pouvez et ensuite on doit vous revoir une semaine après en Une semaine général après pour le pour voilà, retrait. voilà, Voilà. exactement pour le déplâtrage. Donc pour toutes les patientes qui habitent en province, ça se passe qu'il y ait une téléconsultation ou pas, il y aura toujours une consultation obligatoire physiquement. C'est médico-légal avant l'intervention. Ensuite, on se voit le jour de l'intervention et puis le jour du déplâtrage à J7, d'accord. Et puis après, les consultations peuvent être assurées à distance. Les consultations normales, c'est J7, un mois, 3 mois, 6 mois et un an, avec une consultation importante, c'est celle de 3 mois pour faire le bilan avant-après, parce qu'on a le résultat quasi définitif du nez environ à 3 mois d'intervention, d'accord. Mais voilà, pour tous les patients qui habitent en province, Voilà, c'est pas une un problème. rhinoplastie, ça se passe normalement comme pour une patiente qui habite à Paris. Après, il y a aussi des chirurgiens en province qui sont très bien, mais si vous n'en connaissez pas, voilà, vous souhaitez venir à Paris, en tout cas, c'est possible. Il y a eu beaucoup de questions qui sont revenues sur la douleur. Moi, j'en ai reçu beaucoup en message privé. Est-ce que ça fait mal? Tout le monde Alors, a l'impression que c'est l'intervention la plus douloureuse parce qu'on Alors, casse. pour Voilà. répondre à Et cette, pourtant, pour répondre à cette question, ce qui est très très étonnant dans cette intervention, c'est qu'effectivement, lorsqu'on fait une rhinoplastie, on va donc casser les os propres du nez pour pouvoir donc enlever une bosse, pour pouvoir affiner un dorsum ou faire reculer un nez pour diminuer la longueur. Et en fait, ensuite, dès qu'on va finir l'intervention, on va mettre une attelle en résine sur le nez qui va permettre en fait d'immobiliser le nez. Eh bien, quand vous allez vous réveiller de cette intervention, ce qui est étonnant, c'est que vous allez avoir des ecchymoses, des hématomes sous les yeux, mais vous n'aurez strictement aucune douleur. Ça fait partie des chirurgies les moins douloureuses de la chirurgie esthétique, comparée à une lipo ou des implants mammaires qui sont des chirurgies douloureuses. La rhinoplastie fait partie des interventions qui ne sont pas douloureuses. Pourquoi? Parce qu'en fait, eh bien, si vous vous cassez un bras, vous avez mal tant que la fracture n'est pas immobilisée. Dès qu'on a mis le plâtre, la fracture est immobilisée, vous n'avez plus de douleur. Et ben, c'est le même principe pour le nez. Donc, je vais casser le nez pendant la rhinoplastie, je vais faire les ostéotomies. Et ensuite, on va immobiliser le nez avec l'attelle. Et quand vous allez vous réveiller, ben, vous n'aurez strictement aucune douleur. On a une sensation plutôt de gêne. On a une sensation un peu d'être un peu encombré, mais c'est tout. Ce n'est pas une chirurgie douloureuse. Et en post-opératoire, on prescrit généralement des antalgiques simples, type Doliprane ou Dafalgan. Voilà. alors, peut-on faire une rhinoplastie si on a une déviation de la cloison nasale? Alors, bien sûr qu'on peut faire une rhinoplastie lorsqu'on a une déviation de la cloison nasale. Alors, la rhinoplastie, c'est une chirurgie qui consiste à corriger le nez, l'armature et corriger donc les défauts du nez, que ce soit donc la longueur, l'épaisseur, une bosse. Voilà. La septoplastie, donc la cloison, c'est une chirurgie qui corrige à corriger une déviation de la cloison. Donc, lorsqu'une patiente vient pour un problème de cloison,
et pas pour un problème de nez, là, elle doit être orientée vers un ORL, puisque la septoplastie, c'est fait par les ORL et c'est pris en charge par la Sécu. En revanche, lorsqu'une patiente a une déviation de la cloison et qu'elle veut faire une rhinoplastie dans le même temps, on appelle ça une rhinoseptoplastie. Dans ce cas-là, le chirurgien qui va vous examiner, si il constate qu'il y a une réelle déviation de la cloison, ce qui n'a rien à voir avec la déviation du nez. On peut avoir un nez droit et avoir une déviation de la cloison. Eh bien, à ce moment-là, on doit faire une demande de prise en charge. On fait ce qu'on appelle une demande préalable. On fait une demande de prise en charge auprès de la Sécu et le médecin de la Sécu convoquera la patiente avec un scanner pour avaliser et pour diagnostiquer la déviation. Et si la déviation est réelle et présente, eh bien, la rhinoseptoplastie pourra être prise en charge partiellement sur le plan du coût et l'opération pourra être réalisée avec une prise en charge par la Sécu. Voilà. Donc Voilà, sachant que, on peut faire une rhino et une septoplastie en même temps. voilà, sachant qu'en général, quand il y a une prise en charge, nous, on vous le dit à la clinique, puisque nous, on n'a pas de prise en charge, hein, aucune intervention n'est prise en charge à la clinique, mais les chirurgiens qui travaillent avec nous opèrent aussi dans des Voilà. structures où la prise en charge est faisable. Donc, quand vous venez consulter, si ça ne peut pas Voilà. être fait à la clinique, on arrive quand Tout à même fait. Voilà, ils arrivent voilà. à vous suivre. Si une patiente vient à la clinique et qu'elle Elle peut peut bénéficier, bien évidemment, bénéficier on vous le dit, mais ce n'est d'une pas le cas prise de en tout le monde. charge, on fait la demande et puis après, si elle est acceptée, effectivement, on oriente la patiente vers une autre structure. Alors, il y a une patiente qui demande, ou un patient, est-ce que nous sommes accompagnés et conseillés pour la nouvelle forme qui nous irait le mieux? Alors, vous êtes accompagné et conseillé, bien évidemment, puisque c'est le chirurgien qui va vous, le C'est chirurgien l'objectif, hein, de la qui consultation, c'est de va, comprendre en voilà, fait, votre demande. quand vous venez, en fait, un patient, quand il vient en consultation, si on devait résumer tous les problèmes d'un nez, il n'y en a pas 10 000. Il y en a pas 10 000. En fait, les problèmes sont un peu souvent les mêmes. Donc, un patient vient souvent pour une bosse. Très souvent, ce qui va avec la bosse, c'est le nez qui est trop long. Donc, la bosse et la longueur. Ça, c'est le premier problème numéro un. Ensuite, on a les problèmes de pointe. On a des pointes qui sont soit trop grosses, donc des pointes globuleuses, trop fines, ou alors des problèmes d'orientation, la pointe qui est tombante ou alors la pointe qui est relevée. Le troisième problème, généralement, ce sont les déviations. Donc, on peut avoir une déviation de la cloison ou une déviation de la pyramide. Et enfin, il y a ce qu'on appelle les rhinoplasties dites ethniques. Donc, ce sont des rhinoplasties qui sont liées donc avec des nez pour les patients, par exemple, d'origine antillaise ou africaine, ou par exemple pour les patients d'origine asiatique qui ont des particularités anatomiques. Donc, ça s'appelle ça des rhinoplasties ethniques. Donc, lorsqu'un patient J'entendais plus vient là. en consultation, euh, en- lorsqu'un patient vient en consultation, le chirurgien, on n'a pas de surprise. On sait, on voit le nez et on sait ce que le patient va nous demander. Et donc après, c'est au chirurgien d'expliquer comment on va corriger ses défauts. Et effectivement, on va pas le conseiller, on va lui montrer que en corrigeant ses défauts, eh bien, son nez va ressembler à telle forme, en fonction évidemment aussi de l'harmonie de son visage, c'est-à-dire en fonction de l'alignement du menton, en fonction aussi de l'aspect plus ou moins épais du visage, est-ce qu'il est joufflu ou plutôt mince, et en fonction aussi du sexe. On ne va pas faire le même nez chez une femme ou chez un homme, et on ne va pas faire le même nez chez quelqu'un qui a des plus grosses joues que quelqu'un qui a des joues un peu plus minces. Donc ça, c'est à adapter lors de la consultation, et on le voit très bien sur tous les exemples de rhinoplastie que la clinique publie, les avant-après. Lorsqu'on publie un après, on voit, il y a toujours une amélioration, bien évidemment. On a corrigé les défauts, mais il n'y a pas seulement une amélioration que du nez, il y a une amélioration du visage sur l'ensemble. C'est-à-dire, on va redonner de l'harmonie au visage. Et c'est le but de la rhinoplastie. C'est une chirurgie qui va non seulement corriger des problèmes précis sur le nez, mais qui va surtout redonner une harmonie au visage. Et les bénéfices attendus de cette chirurgie sont très importants, pas seulement parce qu'ils corrigent une bosse ou une longueur, mais parce qu'ils vont harmoniser le visage. Et donc, il y a toujours ce que j'appelle ça une béatification du visage. On a toujours un adoucissement. Le visage devient plus doux et le visage devient plus beau. Voilà, c'est le but de cette intervention.
Voilà, donc bien évidemment que vous êtes conseillé et accompagné et que quand la demande de certains patients elle n'est pas possible ou réalisable, parce qu'il y a des patients qui viennent avec des nez qu'ils aiment bien et le chirurgien ne peut pas toujours tout faire et voilà, tous ces points sont abordés pendant la première consultation. On en vient à la question suivante, faites-vous une simulation du nez sur l'ordinateur pendant la consultation? Aujourd'hui, on a de plus en plus d'outils qui nous permettent de faire des simulations et bien évidemment qu'on les utilise. Et d'ailleurs, Mhm. j'en ai pas parlé encore, mais Chrysalix a lancé la possibilité de faire la simulation à distance en vidéoconsultation. Donc la semaine prochaine, lors de la journée porte ouverte rhinoplastie, en fait, on va vous montrer comment prendre 3 photos chez vous et le chirurgien aura accès à une cartographie finalement de votre visage quasiment en 3D. Enfin, ça fonctionne super bien pour pouvoir offrir en fait même ces simulations en direct pendant les vidéoconsultations. Donc on le lance normalement la semaine prochaine. Il faudrait être clément sur la première semaine, mais voilà, il va vous parler Voilà. de la simulation. C'est un plus. Mais de toute façon, ce qu'on est capable de faire à l'ordinateur, c'est pas forcément ce qu'on est capable de Voilà, faire voilà. quand on opère. Donc la simulation, donc si la patiente le demande, on le fait, mais la simulation ne peut pas remplacer la chirurgie. Euh, une simulation, c'est pour vous donner une idée, en fait, de ce que, de à quoi votre nez pourra ressembler. Mais la simulation ne prend pas en compte une chose, c'est la modification que vous allez avoir sur l'ensemble du visage. C'est-à-dire que, encore une fois, ce phénomène de béatification, ce phénomène d'adoucissement, on peut pas le simuler. Ça, c'est pour ça que si vous prenez les avant-après que l'on publie sur l'Insta de la clinique, on voit bien que lorsqu'on a corrigé une bosse, une longueur, un nez qui est un peu trop long, un nez qui regarde vers le bas, on a souvent le visage qui devient plus beau, qui devient plus doux. Ça, la simulation ne le fait pas. D'accord? La simulation, elle va juste gommer une bosse, elle va juste remettre un nez droit, l'affiner, le faire reculer. Donc oui, la simulation, c'est bien, mais la simulation, c'est bien, mais c'est pas ça qui va, c'est pas le seul truc qui va permettre de rassurer un patient et c'est vraiment les explications qu'on va apporter et surtout des exemples de avant-après. Euh, je, je, quand je fais la consultation, j'ai assez de rhinoplastie pour montrer à des patientes à quel nez elles ressemblent et à quel nez elles vont ressembler. Et c'est beaucoup plus parlant un avant-après que la simulation. Mais la simulation, ça se fait, c'est bien, C'est mais un c'est plus, pas ça permet voilà. quand même de voir si vous, derrière, vous aimez pas du tout votre tête avec un nez finalement plus fin ou enfin, de voir quand même les proportions que ça va représenter sur Voilà. votre visage. Et Mais ça il faut permet de pas, voir aussi voilà, voilà. votre réaction par rapport à cette simulation. Il faut pas se baser sur la simulation pour prendre une décision. C'est pas la simulation qui prend qui fait le résultat. C'est vraiment l'appréciation du chirurgien et en fonction Non, de ce que je, mais c'est vrai que c'est un plus. Il y a c'est un quand on voit plus. qu'un patient n'aime pas du tout la simulation qui est faite, ça permet de se dire, ah ben en fait, voilà, ça permet aussi voilà, de vraiment discuter. Il faut savoir que la rhinoplastie, c'est l'intervention la plus délicate. Moi, je vous parle plus vision macro, parce que voilà, je travaille en collaboration avec tous les chirurgiens qui opèrent à la clinique. Ils sont plus d'une cinquantaine à opérer à la clinique et la rhinoplastie fait partie du top 3 hein, des interventions les plus réalisées. Et c'est la plus délicate. Parce que souvent, même quand le résultat est là, finalement, même quand le chirurgien a donné un résultat qui est satisfaisant par rapport à ce qu'on pouvait attendre du résultat, et ben des fois le patient, lui, ne se reconnaît pas dans l'image qu'il a, n'aime pas finalement le rendu, alors que le résultat est bien. C'est pour ça que c'est une Alors, intervention qui est très délicate. c'est pour ça qu'on prépare les patientes aussi. Donc, lors de la première consultation, lors même du deuxième consultation, et même le jour du déplâtrage, je préviens, enfin, je prends beaucoup de temps avant d'enlever le plâtre pour expliquer à la patiente que ce moment où elle va se regarder dans la glace pour la première fois, ce sentiment de ne pas se reconnaître, c'est un sentiment normal qu'ont tous les patients ou toutes les patientes au moment du déplâtrage, même si le nez, il n'y a plus la bosse, qu'il est plus fin, que le nez est plus court. On ne se reconnaît pas parce on n'a pas l'habitude de se voir avec ce nouveau-né et ce sentiment est désagréable. Et donc, je préviens les patients à ce moment-là que ce sentiment qu'elles vont ressentir est normal. Et elles vont se retrouver au fur et à mesure dans les jours à venir. Elles vont se retrouver, elles vont s'habituer et puis finalement, elles vont commencer à apprécier ce nez. Mais effectivement, le moment du déplâtrage est toujours un moment un peu délicat parce que il y a ce moment où on ne se reconnaît pas dans le miroir et qui est spécifique vraiment à tous les patients. Voilà. Alors, il y a 10 questions qui sont arrivées les mêmes. J'en ai eu une. Comment prendre rendez-vous en vidéoconférence, pardon, pour une journée porte ouverte. On passe systématiquement des stories pour donner les bons liens, puisque c'est via Doctolib. Donc, soit vous allez sur Doctolib directement, vous tapez Clinique des Champs-Élysées, consultation, chirurgie, vidéoconsultation, et là, vous allez booker un rendez-vous de consultation, soit directement sur notre site internet, il y a des petits liens
prendre rendez-vous en téléconsultation, soit si vous êtes déjà et que vous suivez le compte Instagram, on poste à la répétition des stories pour vous donner les liens et on les a mis en story permanente. Voilà. Donc la journée porte ouverte, elle n'a pas encore été annoncée puisqu'elle est toujours annoncée après le live. Mais lundi prochain, ce sera toute la journée porte ouverte sur la rhinoplastie, du coup, qui était le live d'aujourd'hui. Voilà. Et si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez aussi appeler au 01 53 77 25 88 et elles vous prendront rendez-vous pour des vidéoconsultations ou par un petit message Instagram. Alors, il y a une question sur les risques. Je la vois qui vient de passer, on va en parler aussi. Quels sont les risques liés à cette intervention? Alors, c'est une intervention qui présente, qui a une chance particulière, c'est qu'il n'y a pas de risque post-opératoire immédiat. C'est une chirurgie où il n'y a pas de complications post-opératoire tout de suite. C'est-à-dire que, à part avoir un saignement, ce qui est très rare parce qu'on met des mèches dans le nez après l'opération qui permettent donc de tamponner et d'arrêter le saignement. Les mèches, on les retire le lendemain. Et donc, non, ça ne fait pas mal de retirer des mèches. Ça, c'est une légende urbaine. On retire les mèches, ça prend quelques secondes, c'est désagréable et c'est tout. En post-opératoire, il ne peut rien se passer. C'est une chirurgie qui ne peut pas s'infecter. Le germe, en fait, le nez est rempli de bactéries. Donc, en fait, il n'y a pas d'infection, il n'y a pas de douleur. On a juste des contusions, des hématomes, d'accord. C'est une chirurgie de patience parce que le résultat, c'est pas à une semaine, c'est pas 2 semaines. On commence à apprécier le résultat vers un mois et le résultat sera à 3 mois. Le seul risque, en fait, réel de cette chirurgie, eh bien, en fait, c'est le risque de retouche. C'est-à-dire que quand on opère sur 100 patients qui vont être opérés, 2 à 3 patients devront bénéficier d'une retouche. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser dans une rhinoplastie, c'est le patient. C'est-à-dire que lorsqu'on fait des ostéotomies, c'est-à-dire lorsqu'on va casser les deux os du nez pour pouvoir enlever une bosse et pour pouvoir faire reculer le nez, on va stabiliser les deux os à la fin de l'opération sur la table, on va stabiliser les deux os entre eux, puis on va placer la telle sur le nez. Mais ensuite, le patient va sortir, il va se mouvoir et parfois il y a un volet osseux qui peut bouger de 1 millimètre. D'accord? Eh bien, ça va créer une marge d'escalier. C'est-à-dire qu'on va avoir, un petit ressaut qui va apparaître, ou alors on va avoir un petit éperon osseux, ou même parfois on peut avoir une petite encelure, c'est-à-dire un petit creux qui apparaît. Donc, en fait, ces petits défauts, ils apparaissent généralement entre 3 et 6 mois après l'opération, le temps que l'œdème s'en aille et que la peau se rétracte. Donc, le seul risque de l'opération, et je le dis à tous les patients, sachez que lorsque vous faites une rhinoplastie, il y a toujours un risque de faire une retouche. Et alors après, il y a retouche et retouche. Il y a des grandes retouches et des petites retouches. Si on fait bien son travail, et c'est ce qu'on fait à la clinique, on ne peut pas rater un nez. On ne peut pas rater un nez. On peut avoir un nez imparfait. Parce que malheureusement, encore une fois, on ne peut pas tout contrôler c'est-à-dire le patient dans le mois qui suit l'opération, on ne peut pas contrôler ses mouvements et voilà. Donc c'est pour ça qu'on lui recommande de ne pas faire de sport, de faire attention dans les mouvements pour éviter que le nez se mobilise. Mais parfois le nez peut toujours bouger un petit peu et donc voilà, des petits défauts apparaissent. On ne fait pas l'autruche. Lorsqu'un patient vient et qu'il y a un défaut, eh bien on va lui expliquer que ce défaut est là et puis on va prévoir une retouche en général à partir de 9 mois à 1 an après l'opération. Donc voilà, mais il n'y a pas de complications comme il peut y en avoir dans les seins ou dans le corps. Voilà. C'est une chirurgie où il n'y a pas de risque. On va en profiter voilà, pour parler il y a beaucoup de patients qui demandent sur le pourcentage de patients déçus. Alors, tu disais tout à l'heure, on ne peut pas rater un nez. C'est vrai que sur le principe, on ne peut pas le rater. Après, la rhinoplastie, moi je suis toujours très honnête et très transparente dans les lives, c'est l'intervention la plus délicate. C'est celle qui donne lieu au maximum de retouches. C'est-à-dire que statistiquement, c'est l'intervention où on a quasiment 10% de reprise. Ça veut dire qu'un patient sur 10, moi c'est mes chiffres, vraiment, tous chirurgiens confondus, un patient sur 10, même si le résultat est là, le patient, pour lui, va avoir encore effectivement envie de corriger un détail supplémentaire. C'est une statistique un peu générale pour la clinique. Le taux de retouche est un peu moins important normalement. Elles sont importantes les taux de retouche parce que les patients, dans la mesure où c'est au niveau du visage, c'est là où ils ont les critères d'exigence, et c'est normal, et on comprend, et on est là pour ça, qui sont les plus exigeants. Et en plus, la plupart du temps, quand on retire le plâtre à une semaine, le résultat est vraiment parfait. Et la plupart du temps, même si c'est encore gonflé et qu'on n'est pas à 100% du résultat, on arrive quand même à bien se rendre compte. Et dans la cicatrisation qui opère les mois qui suivent, il peut y avoir des fois un nez qui évolue et qui nécessite 6 mois, 9 mois après, effectivement, qu'on fasse une petite reprise. Alors, c'est pas grave, ça ne veut pas dire que c'est raté.
mais ça existe et il faut le savoir. Et quand on refait son Mais nez, c'est il ce faut que être prêt à… Voilà. Ouais. c'est ce que je disais. Il y a une différence entre dire avoir un nez raté et avoir un nez imparfait. Quand je dis on ne peut pas rater un nez, si on fait son travail consciencieusement et rigoureusement, la chirurgie du nez, c'est une chirurgie qui est très systématisée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de surprise. Lorsqu'on rentre dans un nez et qu'il y a un nez qui n'a pas été opéré, on ne peut pas rencontrer quelque chose qu'on ne connaît pas. Quand on fait de la rhinoplastie et qu'on a l'habitude d'en faire, un nez, c'est très systématisé, c'est-à-dire on travaille la pointe, on travaille la bosse, on travaille les os propres du nez, on travaille. Pardon. Mais voilà, c'est une Je chirurgie qui n'entendais plus. Ouais. est systématisée. Et donc, quand je dis qu'on ne peut pas rater, ça veut dire qu'une rhinoplastie, y a pas de piège. Alors, je ne parle pas des rhinoplasties secondaires ou Il y a tertiaires qui ont moins, déjà disons été. qu'il y a moins de surprises, parce qu'il y a beaucoup de patients qui parlent des cicatrices, on va parler des cicatrices, mais il y a moins Alors, de surprises que pour je une parle, intervention voilà, mammaire ou un patient qui cicatrise voilà, mal et qui aurait une grosse cicatrice pourrait être déçu. je Voilà. parlerai des cicatrices après. Ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a une grande différence entre dire j'ai un nez qui est raté ou un nez qui est imparfait. Un nez qui est imparfait, c'est possible malheureusement. On peut pas, tout ne peut pas être parfait, et donc le chirurgien est là pour pouvoir corriger cette imperfection par une retouche, d'accord. Mais quand je dis qu'on ne peut pas rater un nez, ça veut dire que lorsque je fais une rhinoplastie, je ne pense pas une seconde que je puisse rater le nez, parce que je connais mon travail, je connais l'anatomie et je sais ce que je dois faire pour que De le toute nez façon, en soit bien. général, nous, sur les 50-60 chirurgiens qui opèrent à la clinique, il y en a très peu qui font énormément de rhinoplastie, parce que finalement, un chirurgien qui fait des nez en fait beaucoup. Et c'est ce qui fait que voilà, qu'on arrive à être vraiment bon en rhinoplastie. C'est rare d'avoir des chirurgiens qui en font 1 ou 2 par mois, en Ah, bien général. sûr. Quand ils en font énormément. Et on a peu de chirurgiens, finalement, qui pratiquent cette intervention. Dans les avant-après que je vous montre, ce ne sont pas des avant-après. Tous les rhinoplasties n'ont pas été faits par le docteur Azoulay, la plupart oui, mais c'est vrai que au final, un chirurgien qui aime bien la rhinoplastie en fait beaucoup. C'est une chirurgie qui est passionnante. On a certaines rhinoplasties, on l'a cité, hein, sont celles qui ont été faites par un autre chirurgien qui travaille à Montpellier, le docteur Lange. Qui s'est spécialisé aussi dans la rhinoplastie. Et voilà, pour vous dire que c'est une intervention vraiment où on est passionné ou pas. C'est assez rare d'avoir des Voilà. chirurgiens qui font juste une rhino de temps en temps. Ça Voilà, nécessite une voilà. technicité quand même assez Effectivement, particulière. quand on prend la main sur cette intervention et que ça commence à devenir sympa et qu'on a des beaux résultats, eh ben, on commence à en faire de plus en plus. Et effectivement, donc, c'est une chirurgie qu'on peut pas faire à la dilettante. C'est une chirurgie pour laquelle il faut vraiment il faut maîtriser. Et quand on commence à en faire beaucoup, ben, on en fait de plus en plus et puis ben, on se spécialise de plus en plus dans ce domaine. Et effectivement, ben, donc, le docteur Lange que tu as cité est devenu un spécialiste de la rhino. Bon, Et c'est quelqu'un qui est sur pour Montpellier ma et qui part, en travaille. Le docteur Azoulay aussi, il en voilà, fait énormément voilà. au sein de la clinique. C'est pour ça qu'il participe à ce live. Et c'est une de ses interventions aujourd'hui. Il y a pas mal de questions sur la respiration. Là, j'en ai cité une que de Chloé, mais je l'ai vue au moins 10 fois passer. Est-ce qu'on respire normalement après une opération? Combien de temps en fait on met à Alors, retrouver même l'odorat? Est-ce qu'on le perd ou pas? Voilà, c'est des questions alors, qui sont alors, passées. alors, premièrement, il n'y a jamais de perte de l'odorat. Il n'y a pas de raison de perdre l'odorat pendant une rhinoplastie. L'odorat est assuré par le nerf olfactif qui n'a rien à voir avec la zone opératoire. Par contre, on va avoir le nez bouché pendant plusieurs semaines. Pourquoi? Eh bien, parce que lorsqu'on fait une rhinoplastie, premièrement, il va y avoir une inflammation de la muqueuse, donc qui va pardon, réduire l'espace aérien. Et surtout, lorsqu'on fait les ostéotomies, on réduit aussi la zone de passage de l'air. Et donc, en fait, lorsqu'on respire, l'air, comme il passe dans une zone qui est réduite, eh bien, cela crée des turbulences. Donc, en fait, on respire comme si on était un peu enrhumé. Et ça va durer généralement quelques semaines. En général, on retrouve une respiration normale aux alentours de 2 à 3 mois après l'opération. Parfois, ça peut être un peu plus dans certains cas, mais en général, c'est 2 à 3 mois pour retrouver une respiration totalement normale. Coucou à Dr Jerry Levy qui est sur le live aussi, hein, qui nous écoute. Voilà, qui est aussi chirurgien Salut qui, Jerry. voilà. Ok pour la respiration. Il y a beaucoup de patients. Alors, le prix, on finira par parler du prix à la fin. Mais effectivement, je vois beaucoup de questions passer. Est-ce que ça dépend si on a une bosse? Bien évidemment qu'en fonction de la complexité du nez, le prix est estimé en fonction de la complexité du nez. Doit-on prendre un traitement? Alors, Esra, du coup, je la reconnais parce qu'elle est là sur tous les lives. C'est une patiente du dentaire. Doit-on prendre un traitement pré-opératoire et donc pas Alors, post-opératoire? Est-ce que Alors, les… Voilà. en fait, il n'y a pas de règle, mais en préopératoire, généralement, on prescrit juste un traitement
homéopathiques à base d'arnica et d'extranase, qui sont des médicaments qui permettent de diminuer les bleus et de diminuer le temps de l'œdème. L'extranase, c'est des extraits d'ananas. L'ananas, c'est le drainant lymphatique le plus fort que l'on connaisse. Et donc voilà, mais on peut faire une rhinoplastie sans rien prendre avant. Ça changera pas grand-chose. De toute façon, les bleus dépendent en fait de la dureté de votre os. Lorsqu'on va casser l'os au niveau pour les ostéotomies, eh bien, si on met juste deux ou trois coups de marteau, eh bien, on n'aura pas beaucoup de bleu. Et si on met un peu plus de coups parce que l'os est plus dur à casser, eh bien, on aura plus de bleu. Mais voilà, en amont, il n'y a pas d'obligation de prendre un traitement à part de l'arnica et de l'extranase. Alors, il y a une patiente qui nous demande de parler de la technique de correction sur les nez avec les ultrasons. Cette nouvelle technique, bien évidemment, vous demandez si on le fait à la clinique. On a bien évidemment investi dans tout ce matériel pour pouvoir procéder tout type de rhinoplastie. Et ça se fait effectivement pendant votre consultation avec le chirurgien. Le chirurgien a accès à plusieurs techniques qui va estimer en fonction de votre cas, de ce qui est le plus intéressant de faire chez vous. Il n'y a pas eu de questions, j'ai pas eu passer de questions sur voie ouverte, voie fermée, puisque c'est des termes qui sont Alors, assez voilà, techniques. c'est la Mais voie on va ouverte, parler des cicatrices. mais la voie ouverte et la voie fermée, donc là, généralement, c'est lié à l'expérience du chirurgien. Il y a deux écoles en chirurgie, en rhinoplastie. Il y a l'école de la voie fermée et l'école de la voie ouverte. Donc, on appelle ça la petite cicatrice que l'on fait au niveau de la columelle. On appelle ça une voie de Reti. C'est vraiment, ça dépend du chirurgien. Pour ma part, moi, je ne fais quasiment que des voies fermées. Voilà, j'estime que je peux faire toute une rhinoplastie sans avoir besoin d'ouvrir et de faire une petite cicatrice par là. Je contrôle parfaitement ma vision en passant par les narines. Et puis, il y a certains chirurgiens qui ont été formés plutôt sur la voie ouverte, donc la voie de Reti, et qui, eux, vont toujours faire une petite incision et qui vont ouvrir le nez en soulevant le nez un peu comme un capot de voiture. Voilà, donc ça, c'est vraiment lié à l'appréciation du chirurgien. C'est pas vraiment le patient qui décide sur ça. C'est vraiment en fonction La technique d'opération, voilà, de voilà. celui qui opère. La seule particularité, c'est surtout voilà pour les rhinoplasties ethniques. Voilà, surtout sur les nez anti-africains ou sur les nez asiatiques, généralement, on va privilégier quand même une voie ouverte parce qu'il y a des particularités anatomiques qui sont très différentes du patient caucasien et donc pour lequel là, on a besoin de faire une voie ouverte. Mais voilà, pour ma part, sur des nez standards, je ne fais que des voies fermées et pour des nez ethniques, généralement, je fais une voie ouverte. Ok. Donc, encore une question sur les bleus. Combien de temps est-ce qu'après on peut retourner au travail? Justement, combien de temps on reste endommagé, quoi, c'est entre guillemets. 7 jours de repos. On peut pas travailler pendant une semaine à cause du plâtre. Et on peut reprendre le travail au 8e jour. Il y aura toujours des résidus bleus. Les bleus s'en vont véritablement entre 15 et 20, enfin, en moyenne vers le 15e jour, mais ça peut aller jusqu'à 21 jours. Mais à partir du 8e jour, on peut aller travailler en mettant un peu de maquillage pour estomper les bleus, qu'on soit un homme ou une femme. D'accord. Donc là, je crois que c'est à peu près la même question. Ça veut dire qu'il n'y a aucune cicatrice. Donc ça, je pense qu'elle parle de la Non. voie fermée. Pour la voie fermée, il n'y a aucune cicatrice. Tout se passe dans le nez. La cicatrice, en fait, est intranasale. Elle est dans la muqueuse. Donc, c'est invisible. Il n'y a aucune cicatrice. Voilà, pareil, la question de Blandine, quel type de cicatrice. Donc ça encore, ça dépend de la technique du chirurgien. Quand vous voyez une cicatrice, c'est que l'intervention a été réalisée éventuellement par voie ouverte et pas forcément par voie fermée. Quelle est la différence avec la technique ultrason, du coup? Comme posait la patiente, on n'a pas tout à fait répondu. Pour la technique ultrason, en fait, c'est la technique ça serait au docteur Lange de répondre plutôt à cette technique puisque c'est lui le Spécialiste spécialiste, là-dedans. c'est lui le spécialiste de cette technique. C'est la préservation rhinoplastie. Donc en fait, c'est une technique où ils ne vont pas enlever la bosse, mais à l'aide d'un instrument spécial qui va donc faire tomber la bosse plutôt que de la retirer. Donc c'est une technique C'est qui est moins encore autre invasive. chose en fait. C'est Voilà. moins invasif, il y a moins de bleu que pour la rhinoplastie standard. Mais voilà, moi je ne suis pas spécialiste dans cette technique et le docteur Lange est vraiment, Alors, il y a une c'est à la personne qui clinique. demandait, peut-on choisir voilà, le chirurgien qui nous opère? En général, quand vous nous appelez, on vous donne rendez-vous avec des chirurgiens qui sont forcément spécialistes en rhinoplastie, dont fait partie le docteur Azoulay. Et si vous avez des questions supplémentaires et que vous avez un certain type, et en général, on vous conseille toujours d'en voir deux et on vous prend rendez-vous avec deux chirurgiens si après la première consultation, vous avez encore des questions, vous voulez avoir un deuxième avis. On est là pour vous, voilà, pour vous conseiller, pour vous accompagner. Après, en définitive, les chirurgiens qu'on vous propose sont des chirurgiens qui ont l'habitude de faire ces interventions.
qui savent bien ce qu'ils font. Donc finalement, après, la question, ça reste entre vous finalement et le feeling que vous avez pendant cette consultation. Exactement. Et si vous vous sentez en confiance, ben, ça se passerait bien. Et si vous n'êtes pas encore prêt, il faut aussi être prêt. Hein. C'est une intervention où faut vraiment être motivé. Ça ne va pas partir d'un petit coup de tête. Ça doit vraiment être un complexe. Évidemment. Et de toute façon, c'est Et, le et ça, chirurgien, c'est lors de la consultation, il évalue ça. On sait faire la différence entre une patiente qui vient comme ça, bon, parce que c'est une lubie, ou alors une patiente qui a une vraie souffrance, qui a une vraie complexe, qui est quelque chose qui a été mûri, qui a été réfléchi. voilà, qui réfléchit pour ne Et pas voilà. regretter. Voilà. C'est au chirurgien aussi d'évaluer, surtout chez des patientes un peu jeunes, de savoir si elle est prête pour faire cette opération ou Il y a pas. une patiente, il y avait une question tout à l'heure, je ne l'ai pas mis en valeur, mais qui demandait, voilà, j'ai 19 ans, est-ce que je suis trop jeune pour refaire mon nez? Est-ce qu'il y a un minimum pour ça? Non. Légalement, de toute façon, il faut avoir 18 ans, sinon il faut venir avec l'accord des parents. Ça, Voilà, c'est faisable. Hein. on peut faire une angioplastie à partir même à 17 ans avec l'accord des parents. Et encore une fois, si la demande est vraiment réfléchie et maturée. Mais Après, en général, on considère qu'à 20-21 ans, le nez ne bougera plus. voilà, non, non, Et que voilà. le nez, Si c'est quelque chose qu'on fait en général jeune, de toute façon, c'est plus rare de faire son nez quand on a pris l'habitude de vivre avec, on a plus de mal finalement d'assumer le changement. Si vraiment c'est un complexe et que vous avez 20-21 ans, ce sera pas mal vu, mais il faut vraiment que ce soit un complexe. Voilà. Et ça sert à rien de le faire trop tôt parce que justement, on est dans une période où on se cherche encore et il faudrait pas faire quelque chose que vous regrettiez par la suite. Le nez met combien de temps à cicatriser afin de reprendre l'activité physique? Donc là, on parle plus une- des conséquences. Est-ce qu'on peut faire alors du sport? pour le sport, c'est un mois. Un mois. On refait pas de sport avant un mois et on reprend une activité sportive tranquille entre 30 jours et 45 jours et après on peut refaire du sport normalement. Alors, il y a plusieurs personnes qui ont dit que je ne savais pas qu'il y avait un arrêt de travail. Donc là, je précise, ça Non, demande une non. semaine d'arrêt, Voilà, effectivement, de travail, mais on ne en délivre chirurgie, pas il d'arrêt n'y de a pas travail. d'arrêt de travail. En chirurgie esthétique, on ne fait jamais d'arrêt de travail. Donc, lorsqu'on dit qu'il y a une semaine d'arrêt, eh bien, c'est au patient de prendre donc, des congés pour cette période post-opératoire. Donc, le seul cas où il peut y avoir un arrêt de travail, c'est quand le nez est pris en charge. Et donc, lorsqu'il y a une déviation et il y a un accord par la Sécu. Il y a une personne qui dit c'est quand même un petit choc à 18 ans quand on découvre, mais cela a changé ma vie en tellement bien. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de commentaires. Il y a beaucoup de jeunes qui sont très, très complexés. Et c'est pour ça que, bien évidemment, on est là pour ces patientes-là aussi. Faut pas se gâcher sa jeunesse. Il ne faut pas rester de 17 à 23 ans enfermé parce que vous ne vous supportez pas. Si vraiment c'est de ce ressort-là, bah, 17 ans, de toute façon, vos parents sont ravis de vous accompagner et de vous suivre dans votre démarche. Voilà. Parce qu'on comprend très bien, c'est une intervention esthétique, certes, mais c'est l'intervention qui est finalement la plus mise en avant en termes de correction de complexe. C'est pas de la reconstruction, vous n'avez pas eu un nez cassé, entre guillemets, mais il y a des nez qui nécessitent vraiment d'avoir voilà, une petite aide finalement pour Ouais. harmoniser votre visage et faire en sorte que vous aimiez l'image que vous renvoyez. Voilà, Voilà. on n'est pas obligé d'avoir un nez qui soit à la Cyrano pour se faire opérer, mais il y a des nez qui sont des vrais handicaps pour les patients dans la vie sociale, et qui créent des vrais complexes, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan intime. Mais voilà, on peut avoir un petit défaut comme une petite bosse et qui nécessite une rhinoplastie, ou on peut avoir des défauts très importants. Voilà, c'est encore une fois Exactement. le chirurgien qui évaluera ça Vraiment qui avec la va évaluer patiente. voilà, la nécessité de le faire ou pas. Le résultat définitif est visible au combien de temps? Donc, en fait, vous avez le retrait de plâtre à une semaine où vous avez Une une semaine. première idée, Voilà. En fait, mais on évalue le résultat vraiment à 3 mois de l'opération. Et à 3 mois, on est à peu près à 90% du résultat. À 6 mois, on considère que le nez ne bougera plus. alors, il y a une patiente qui dit, j'ai des cicatrices qui sont apparues des années après la rhino sur le nez, genre des petites coupes roses, donc c'est des petits vaisseaux rouges, j'imagine. Vous avez déjà eu des cas comme Ça, ça. Est-ce que non, c'est lié en fait à ça? non, ça n'a rien à voir avec avec la rhinoplastie. Une coupe rose qui apparaît, c'est dû ça peut être dû au vieillissement, ça peut être dû à plein de choses, mais ça n'a pas de rapport avec la rhinoplastie. Combien de consultations sont nécessaires avant une intervention? Bien, au minimum une. Alors, au minimum, une avec le chirurgien, une avec l'anesthésiste, et très souvent, on fait une deuxième consultation pour un peu avant l'opération, pour refaire un point, répondre Parce qu'il y a un recul en plus qui se voilà, fait entre votre première consultation et voilà. l'accord où vous voyez le chirurgien. Ça, Généralement, les patientes vont avoir des questions qu'elles vont se poser. Il y a tout type de questions, et donc je dis aux patientes d'écrire ces questions sur un papier, et quand on se reverra, on répondra à toutes ces questions. Mais voilà, il y a une consultation obligatoire avec le chirurgien et avec l'anesthésiste, et très souvent, il y a deux consultations avec le chirurgien. voilà. Pouvez-vous nous parler de la douleur post-opératoire? Donc, on en a déjà Déjà parlé. dit. Les J'arrive à- enfants, on arrête.
Faites-vous juste l'opération du nez? Alors, docteur Azoulay ne fait pas que de l'opération du nez, mais il en fait beaucoup. Voilà. Ouais. Il n'est pas spécial, il fait pas que ça, mais il en fait au moins 10 par mois, ce qui est un nombre assez important pour un chirurgien pour le registre de la rhinoplastie. Même plus des fois. Il y a même des mois où tu en fais plus. Attends, ça bouge les questions. Est-ce que ça modifie la position des lèvres? Est-ce que ça modifie la position des lèvres? Alors oui, ça peut modifier un tout petit peu pas la position, mais lorsqu'en fait on a une pointe très tombante, d'accord? Et pour relever une pointe, on doit sectionner ce qu'on appelle le pied de cloison. Et le pied de cloison est en fait fixé à l'os du maxillaire, qui est l'os que l'on a ici. Et donc en fait, lorsqu'on relève une pointe, lorsqu'on relève une pointe, Excuse-moi. c'est pas grave. Lorsqu'on relève une pointe, très souvent, en fait, ça fait relever un peu la lèvre supérieure et donc ça donne une lèvre supérieure un peu plus charnue. Donc c'est un effet secondaire positif de la rhinoplastie, c'est qu'on a une lèvre supérieure qui est généralement, qui devient parfois un peu plus épaisse, comme si on avait fait une injection, mais en fait sans injection. Mais c'est uniquement dans le cas des pointes tombantes. Alors, j'ai vu 3 questions sur la profiloplastie et sur le menton. Est-ce qu'on doit l'opérer ou pas en même temps? Ça, encore une fois, c'est la demande du patient ou de la patiente et puis l'évaluation du chirurgien. Très souvent, on a l'impression, surtout dans les nez très longs, on a l'impression que le menton est en arrière, alors qu'en fait, le menton est parfaitement aligné, c'est le nez qui est trop en avant. En revanche, il y a des patients qui ont réellement ce qu'on appelle des rétrogénies, c'est-à-dire qui ont un menton qui est trop en arrière par rapport à l'occlusion dentaire et par rapport au nez. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, on peut faire une profiloplastie, c'est-à-dire associer une rhinoplastie et une génoplastie d'avancement, c'est-à-dire une génoplastie soit en mettant un petit implant au niveau du menton, soit parfois en faisant même des ostéotomies pour aller casser. Mais voilà, ça c'est plutôt les chirurgiens maxillofaciaux qui font ça. Nous à la clinique, quand on fait une profilo, on fait la rhinoplastie et on met en place un petit implant, ce qui permet d'harmoniser totalement le profil. On recule le nez et on avance un peu le menton. Mais voilà, on va dire que c'est quand même 10 à 15% des demandes par rapport à la rhinoplastie standard. Alors, il y a plein de questions que j'avais pas vues, qui parlent beaucoup des narines. Est-ce que les narines sont modifiées? Est-ce que les narines sont trop larges peuvent être traitées? Alors, Je te laisse parler un peu des narines. chez le patient caucasien, on ne touche jamais aux narines. C'est-à-dire que lorsqu'on va modifier la pointe, la pointe en fait est définie par deux cartilages qu'on appelle les cartilages alaires qui font le pourtour de la pointe. Et lorsqu'on va diminuer une pointe, la peau va se rétracter. Et donc même quelqu'un qui a il y a des exemples sur l'insta de la clinique. On voit des patientes qui ont des nez très très longs de 3/4 et on voit avec des narines qui sont extrêmement allongées. Et pourtant le nez lorsqu'il va se reculer, eh bien la narine en fait va s'adapter et elle va prendre une forme plus voilà sur cette patiente mais sur le 3/4 là, enfin sur le 3/4, c'est dommage qu'on l'a pas ici, mais Ouais, j'ai pas trop voilà, d'acné. la narine en fait recule d'elle-même sans qu'on ait besoin de la toucher, puisque en fait la peau va s'adapter au nouveau relief ostéocartilagineux. Là où il faut faire une modification de la taille des narines, là c'est dans la rhinoplastie ethnique. Donc encore une fois, lorsque les narines sont beaucoup trop larges, lorsqu'on a un nez qui est très épaté, donc là on est obligé de faire ce qu'on appelle une réinsertion des orifices narinaires. Et donc, on fait donc une petite cicatrice sur le côté ici, et on va en fait prendre la narine pour la réinsérer de manière beaucoup plus proximale pour que le nez soit plus rapproché. Mais ça, enfin moi je ne fais jamais ça chez un patient caucasien. C'est vraiment spécifique aux rhinoplasties ethniques. Et donc la narine en fait, sans qu'on ait besoin en fait de la travailler, elle va se rétracter, va s'adapter avec le rétrécissement de la longueur du nez. Il y a Alexandra qui vient de rejoindre, elle a mis plein de cœurs, Sandra, donc coucou, coucou Alex. En Salut fait, on Alex. voit pas mal de fils qui nous manquent de nos équipes parisiennes. Peut-on modifier la largeur du nez sans modifier la pointe ou doit-on modifier tout le nez? Je vois pas la suite, attends. Doit-on modifier tout le nez pour avoir une harmonie? Alors généralement, alors il y a une chose qui est spécifique qu'on appelle la rhinoplastie de pointe. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui ont uniquement un problème au niveau de la pointe sans avoir de problème de bosse ou de longueur. Donc c'est une rhinoplastie qui est à part, d'ailleurs qui coûte un peu moins cher puisque on ne va pas faire tout le travail sur le dorsum, on casse pas le nez, etc. Donc c'est une rhinoplastie qui est beaucoup moins invasive. Mais ça c'est la rhinoplastie de pointe. En revanche, lorsqu'on a un problème d'épaisseur
donc, du nez. Lorsque le nez est trop large et donc on va devoir le casser, c'est très très rare de ne pas toucher la pointe au même temps, puisque lorsqu'on touche à un secteur, eh bien, si on affine ici, la pointe, elle va paraître plus grosse. Donc forcément, il faut toujours faire un petit geste sur la pointe aussi. Donc généralement, lorsqu'on touche à un secteur du nez, on va toujours toucher un tout petit peu les autres secteurs. Et après, bah, évidemment, on s'adapte aux défauts que présente le nez. Si quelqu'un a une pointe très fine, je ne vais pas chercher à l'affiner plus. Voilà, si on a une pointe, généralement si on a un dorsum qui est très large, ça va très souvent avec une pointe un peu épaisse et généralement on l'affine un peu. Voilà. Alors, il y avait une question drôle, enfin, une remarque drôle. Avec des masques, plus besoin de lèvres charnues. Donc ça, j'ai vu beaucoup passer. Donc effectivement, là, pendant un mois ou deux, avec les lives, avec les masques, on va peut-être avoir moins de choses à montrer. Mais au final, on ne fait pas que ça pour les autres. On fait avant tout ça pour soi. Et c'est l'intérêt d'une intervention esthétique. Donc voilà, si ça vous complexe, c'est pour vous, vous le faites. Et donc, vous serez contente avec ou sans masque. Docteur Azoulay, crois qu'il te fait à toi les explications. J'ai pas tout suivi. Non, je sais pas. Il y a le docteur Samama qui s'est connecté aussi. Du coup, il y a eu pas mal de questions sur la consultation, combien coûte la consultation. Donc pendant le confinement, encore une fois, on offre le prix des consultations en vidéoconsultation et vous pouvez prendre rendez-vous par Doctolib au téléphone, par Instagram, etc. Hors confinement, pardon, les consultations en physique à la clinique sont à 50 euros. Voilà. Et vous payez uniquement la première consultation, pas les consultations de suivi derrière. Et par contre, si vous décidez de faire l'intervention, il faudra également régler la consultation avec l'anesthésiste. Avant de parler du prix, j'ai vu 2-3 questions auxquelles on n'a pas encore répondu. Est-ce que le faire en été pose problème? Il n'y a pas de problème de faire la rhinoplastie en fait, il n'y a pas de période particulière. C'est juste que pendant l'été, pendant la période où vous avez des bleus, si vous devez vous aller au soleil, bah, il faudra vous cacher du soleil avec un chapeau et des lunettes. Il ne faut pas que les bleus soient exposés pendant que vous soyez exposé au soleil, sinon vous risquez de garder des marques. Voilà, mais on peut faire une rhinoplastie pendant Voilà, mais comme l'été. pour toute intervention, de toute façon, dès qu'on a une cicatrice, il ne faut pas la faire bronzer, c'est hyper important. Voilà. Il ne faut pas prendre le soleil après une intervention. Les rendez-vous de la clinique en mai sont-ils maintenus? Donc, suite au discours du président hier soir, tout ce qui est avant le 11 mai, bien évidemment que non. Voilà. On A espère, priori, on devrait réouvrir le 11 mai. on espère reprendre à Mais partir de voilà, mais encore une fois, faut prévoir cette ouverture et c'est pour ça qu'on va travailler pendant 15 jours à un vrai plan de réouverture. Et une fois qu'on aura tout anticipé, on fera une communication sur voilà, les modalités de la réouverture. Mais voilà, aujourd'hui, on reprend les rendez-vous à partir du 11 mai. Et on a décidé d'ouvrir un jour de plus le bloc opératoire, du coup du lundi au samedi, quand on était ouvert uniquement du lundi au vendredi avant pour la partie chirurgie, voilà, pour les patients qui souhaitent rattraper le retard. Pourquoi dit-on que le résultat d'un nez est seulement définitif au bout d'un an? Et il y a une patiente qui demandait justement est-ce que c'est à vie le résultat ou est-ce qu'il faut le refaire? Donc, je vais te laisser répondre à ça. On a presque fini l'instant. Non, le résultat d'une. Alors, en fait, c'est des grandes règles générales. On dit que c'est un an pour juger du résultat, mais en pratique, à partir de 6 mois, le nez ne bougera plus. Donc, on peut évaluer le résultat à partir de 6 mois, mais pour une retouche, il faut attendre un an parce que c'est le temps pour qu'il n'y ait plus d'inflammation biologique et le résultat est pérenne. C'est-à-dire que le nez que vous allez avoir, c'est le nez que vous garderez jusque pour le reste de votre vie. Après, si jamais vous prenez un ballon de basket dans la figure, bah, vous pouvez vous casser le nez. Et puis aussi, il y a aussi les modifications du nez liées au vieillissement. Lorsqu'on vieillit, eh bien, on a le nez qui a tendance un peu à s'épaissir. Voilà, ça fait partie de l'évolution. Oui, c'est Mais plus l'évolution normale. voilà. Même quelqu'un qui n'a pas refait son nez va quand même avoir une évolution au niveau du Mais nez. si vous faites votre nez à 20 ou 25 ans, c'est le nez que vous allez garder pour le reste de votre vie. Différence entre peau fine et peau épaisse. Elle est revenue plusieurs fois là. Bah, La question. ça s'apprécie pendant la consultation. Il y a il y a des peaux qui sont plus fines, des peaux qui sont plus épaisses, et ça a un impact. Ça n'a aucun impact sur la rhinoplastie. Ça a juste un impact sur le post-opératoire. C'est-à-dire que les peaux épaisses vont mettre un petit peu plus de temps pour qu'on voit le résultat définitif parce qu'il y a l'œdème et que la peau est plus épaisse. Et donc, il faut savoir que le résultat définitif, c'est quand la peau se rétracte sur les nouveaux reliefs osséo-cartilagineux. Voilà, mais la peau épaisse, ça dépend ça dépend du sexe, de homme ou femme, ça dépend un peu de l'âge et de l'origine ethnique aussi. Voilà.
Alors, il y a une question sur le délai entre le rendez-vous et la chirurgie. Il faut savoir qu'entre la consultation et l'opération, il y a un délai légal de Délai de 15 jours. 15 jours, c'est Voilà. obligatoire. Donc ça, c'est le délai légal. Après, si le délai, il dépend aussi des possibilités de disponibilité au bloc opératoire, des possibilités de créneaux dans le planning du chirurgien. Voilà. Mais globalement, quand un patient vient en consultation, dans les 8 semaines qui suivent son rendez-vous, il n'y a aucun problème pour tout organiser, voire même dans les 6 semaines. Voilà. Tout dépend aussi de votre planning à vous et des tendances, les saisons, etc. Voilà. Mais nous, on sait, on a la chance d'avoir une grosse structure à Paris, plus presque 6 salles opératoires et une trentaine de chambres. Donc, voilà, on arrive à organiser le bloc opératoire pour répondre normalement assez facilement à l'organisation de la demande. Et voilà, là, comme on estime qu'il va y avoir une hausse de la demande à la réouverture, puisqu'on n'a pas pu opérer pendant 2 mois, on a décidé d'intégrer un jour de plus, voilà, pour pas qu'il y ait de problème et que tous les patients qui avaient des dates puissent retrouver des dates et que les patients qui souhaitent s'ajouter et se faire opérer à la Ouais. réouverture puissent avoir aussi des créneaux Voilà, malgré les 2 mois. en sachant que Voilà. l'angioplastie est une chirurgie qui est assez rapide sur le plan Oui, opératoire, c'est entre 1 heure et 1 heure et demie. Donc c'est des chirurgies qu'on peut faire, on peut faire oui, 3, c'est 4, plus 5. facile à rajouter que des Voilà, opérations qui durent 4-5 heures. voilà, Voilà. voilà. Alors après, il y a justement combien coûte une rhinoplastie? Faites-vous des facilités de paiement, etc. Est-ce que c'est une anesthésie locale ou générale? C'est- L'anesthésie, elle est toujours en Alors, général, sauf que, c'est voilà. toujours du général, sauf parfois pour une petite retouche. Enfin, il y a des petites retouches qu'on peut faire sous local, mais une rhinoplastie, c'est sous anesthésie générale et c'est comme ça, tout le temps. Voilà. Pour tout ce qui est prix, c'est pour ça qu'on vous demande de venir en consultation et profiter de cette période de confinement pour avoir accès aux vidéoconsultations. Du coup, puisqu'en plus on offre toutes les consultations pendant cette période et que vous avez sûrement un peu plus de temps que d'habitude. Et comme ça, vous aurez un devis personnalisé en fonction de votre rhinoplastie et de ce qu'on pourra faire, parce que le chirurgien pourra faire avec vous. Et du coup, vous aurez un devis concret. Là, quand on me demande un prix, c'est toujours pareil. Combien coûte une rhinoplastie? Des fois, il y a une petite rhinoplastie juste au niveau de la pointe et on peut avoir des tarifs qui démarrent dans les 3 900, 4 000 euros, mais ça peut monter aussi en fonction du type de rhinoplastie. Est-ce que c'est une première opération? Est-ce que c'est une reprise d'une première intervention qui n'a pas été réussie, pas forcément par ce chirurgien? Ailleurs, il y a beaucoup de patients qui sont fait opérer ailleurs, qui viennent, qui veulent recommencer le projet. C'est beaucoup plus compliqué et donc forcément, c'est plus Voilà. onéreux. Donc voilà, donc Ah, la fourchette de là, prix, elle est, nous on affiche 3 900 jusqu'à 9 000 euros. non, mais Vous voyez que c'est compliqué voilà. de Mais donner bon, en un fait, dans prix. la rhinoplastie de pointe à la clinique, la fourchette de prix, c'est 3 900, 4 000. Après, une rhinoplastie standard, On est dans les 6 000 qui euros est en général, primaire, on est 5 dans les 000. 5 Voilà. 500, 6 000. Et après, dans la rhinoplastie secondaire, c'est là que les devis peuvent aller très haut en fonction de l'importance de la retouche. Si c'est une retouche simple, ça va être une rhinoplastie secondaire qui va être à peu près du même prix. Mais dès l'instant où il faut faire des greffons, lorsqu'il faut prendre un morceau d'oreille ou un morceau de côte, là, on passe sur des rhinoplasties qui valent beaucoup plus cher parce que c'est plus difficile techniquement et que c'est une chirurgie de rattrapage. Donc le docteur Azoulay, oui, il travaille bien évidemment, il opère à la clinique, c'est pour ça qu'il est aussi là sur le live. Et puis c'est voilà, on a choisi de lancer les lives en période de confinement, mais on s'est rendu compte aussi que c'était hyper intéressant de partager ces moments avec vous. Et à la suite du confinement, on continuera les lives une fois par semaine, pas deux, mais on continuera voilà, à répondre à vos questions semaine après semaine, à vous montrer toujours plus de cas et à pouvoir justement être vraiment proche finalement, encore plus proche de vous et répondre à votre demande en direct. Donc, règlement en plusieurs fois possible, oui, on a mis en place des conditions d'étalement. C'est vraiment au cas par cas. Vous pouvez payer en plusieurs fois sans frais. Maintenant, ça ne s'étale pas en 10 fois non plus. Mais voilà, on essaye de faire au maximum. Mais voilà, une rhinoplastie, sachez que ça part à 3 900 euros et que ça peut monter le double, fois des fois le triple en fonction de la complexité de la rhinoplastie. Mais les rendez-vous pour les devis est gratuit. Donc là, oui, pendant cette période de confinement, même si vous n'avez pas encore prévu de le faire, vous pouvez faire votre bilan, vous pouvez faire votre vidéo à distance. Et c'est en fait c'est une consultation qui va être entre vous et le chirurgien en vidéo, comme on se parle aujourd'hui, sauf que vous allez être seul avec le chirurgien et que, du coup, vous allez pouvoir poser toutes les questions et qui va se concentrer uniquement sur votre nez. Et puis derrière, vous allez être appelé par quelqu'un de notre équipe qui va pouvoir vous envoyer tous les documents par email. Voilà. Donc c'est comme si vous... Et après, vous pouvez reprendre un rendez-vous en physique sur place à la clinique. Donc on ne va pas répondre aux questions individuelles, quel est le prix pour enlever une bosse, quel est le prix pour... C'est vraiment après, des fois le patient pense qu'il n'y a qu'une bosse et en fait il y a un C'est adapté à la travail consultation. Ouais. voilà, global. Donc les visioconférences suffisent pour déterminer l'importance de l'opération. Franchement, on arrive quand même assez bien. Si derrière, il faut que vous fassiez un scanner, une radio, parce que le chirurgien estime qu'il a besoin de données supplémentaires, il vous le demandera. Mais on arrive quand même à faire des bons devis en vidéoconsultation pour la chirurgie du nez. On se rend quand Ouais. même assez bien compte. Voilà. Mais de toute façon,
il y aura forcément une consultation en physique derrière. C'est obligatoire. Et en fait, Voilà. à part pour regarder dans le nez, pour voir Il y a si une question intéressante. Là, on arrive à la fin. Il reste très peu de temps. Alors, attends, juste avant de répondre à cette question, est-ce que la voix change? On me demande est-ce que la voix change? Bon, la voix est-ce que change. la voix Non, change après une non, opération? non. Juste après l'opération, on peut avoir effectivement ce qu'on appelle une voix nasonnée, parce qu'on a le nez un peu bouché, donc on parle un peu plus du nez. Mais après, non, ça ne change strictement rien. Quand j'opère, j'ai déjà opéré des chanteuses, et donc leur voix ne change pas après une rhinoplastie. Mais c'est juste pendant les premières semaines où on a le nez bouché, on peut parler un peu du nez, on a une voix nasonnée, c'est tout. Voilà. Donc, normalement, ça ne change pas votre voix. Avez-vous fait un live sur l'épilation laser? Oui, c'est prévu. Je vais vous envoyer le planning de tous les lives. Vendredi, on parlera cheveux, greffe de cheveux. Donc là, c'est intéressant. Vous pouvez amener les maris s'il n'y a pas beaucoup de monsieur sur le live. Euh, il y a une question qui était très intéressante. On va pouvoir en parler. Beaucoup moins cher à l'étranger. Pourquoi cette différence de prix? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de patients et de patientes qui nous parlent des prix affichés en Turquie, en Tunisie, en Hongrie. Enfin, il y a certains pays à l'étranger qui font du tourisme médical et qui viennent en France. C'est-à-dire que si vous tapez rhinoplastie Paris sur Google, il est très possible que dans les premiers liens, qui sont des liens sponsorisés payés par Google, vous trouvez des cliniques étrangères qui font de la publicité finalement sur les patients qui sont en France. Il y a deux explications à ça. Premièrement, en France, la publicité est interdite. C'est le seul pays en Europe et dans le monde où on ne peut pas faire de publicité. Donc nous, même si on voulait communiquer de manière plus agressive et proposer et montrer ce qu'on fait, on ne peut pas en France, c'est interdit. Par contre, les concurrents européens, eux, ont le droit de venir communiquer chez nous. Donc ils apparaissent là où on n'apparaît pas. Deuxièmement, en France, et ça c'est un des avantages, les normes réglementaires sur le bloc opératoire, c'est là où vous avez le cahier des charges le plus strict en Europe et même dans le monde. Aujourd'hui, nous, donc moi je dirige cette clinique depuis, ça fait 10 ans, mon bloc opératoire a le même cahier des charges que n'importe quel grand hôpital en France, même si on fait juste de l'esthétique et même si on a uniquement 6 salles. Donc la réponse, moi, je elle voudrais est simple, juste, c'est que le coût opératoire, je parle coût opératoire, ne peut pas être le même en France où vous avez un cahier des charges qui est immense et que pour maintenir, lorsque le docteur Azoulay vous opère au bloc opératoire, il est dans une salle où il y a des prélèvements air haute température qui est assez systématique, où il a 5 personnes quasiment dans la salle avec lui, en dehors de l'anesthésiste, de la penseuse, de l'aide-soignante. Enfin, si vous voulez, en France, les réglementations sont très contraignantes pour votre sécurité. Donc ça, c'est un et, super point. Mais derrière, c'est très coûteux pour nous en tant que directeur de clinique. Et pour pouvoir offrir cette sécurité et finalement répondre à ce cahier des charges, on a des frais que n'ont pas les cliniques qui ouvrent en Algérie, en Turquie, en Tunisie. Sur le plan pratique, je voudrais rajouter un truc précis, c'est que nos confrères qui opèrent en Tunisie ou en Turquie sont des très bons chirurgiens aussi. Le problème, c'est que la chirurgie ne s'arrête pas au point de suture à la fin de Non, l'opération. c'est ce que je finis. Je finis en Voilà. fait, c'est mon point. Hein. C'est pourquoi c'est moins cher. C'est déjà parce que le cahier des charges n'est pas le même. Donc les structures en tant que structure opératoire ont beaucoup moins de contraintes réglementaires et on peut ouvrir une clinique assez facilement sans avoir tout ce type de contrôle sanitaire et l'autorité régionale de la santé et la certification à avoir tous les 5 ans. En fait, on n'imagine pas quand on est patient tout le travail qu'on a à faire quand on est directeur de clinique en France. Ça, c'est énorme. Et ensuite, le plus important dans une opération de chirurgie esthétique, c'est pas le jour de l'opération, c'est le suivi. Il y a le Et le suivi. suivi, il est hyper important. Et le suivi post-opératoire, quand vous faites opérer en Tunisie, votre chirurgien, il est en Tunisie, il n'est pas en France. Lorsque j'opère une patiente et qu'elle a un problème, ou enfin, elle a des consultations post-opératoires qui sont normales, à 7 jours, à 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Mais en dehors de ces consultations, la patiente, si elle veut venir me voir, elle peut me voir quand elle veut. Donc, on est là pour répondre à ces interrogations, à ces inquiétudes. Et si jamais, et ça, c'est un élément très important à relever. Au quotidien, malheureusement, il y a des patients qui vont se faire opérer en Tunisie pour qui ça va très bien se passer. Mais il Non, y mais en a fait, après, c'est la des loterie, patients exactement. qui vont, Il y a des pour chirurgiens qui qui ça sont va, très compétents, hein. pour qui Mais ça il n'y a va pas mal que ça. pour qui ça va mal se passer. Et quand ça se passe mal, la chirurgie et que donc généralement la patiente ne veut pas retourner se faire opérer par son chirurgien en Tunisie qu'il a raté. Et donc nous, chirurgiens, on va prendre la responsabilité pénale, civile et déontologique de réopérer cette patiente. Et cette chirurgie rattrapage, elle va être beaucoup plus chère que la chirurgie standard. Et c'est pas parce qu'on veut accabler la patiente, c'est parce que malheureusement une chirurgie rattrapage c'est toujours plus compliqué et que en pratique, j'ai été amené à opérer des patientes qui ont été opérées à l'étranger ou voilà. Et parfois, on rattrape des catastrophes et on va mettre 3, 4, 5 heures de chirurgie au bloc avec des greffons, etc. pour une patiente qui a payé un voyage
2000 euros en Tunisie avec 4 jours de vacances et l'opération, etc., etc. Et puis finalement, qui va revenir avec des vies qui sont brisées vraiment et qui n'ont pas les moyens ensuite de pouvoir se faire réopérer parce que la chirurgie de rattrapage coûte trop cher. Donc, Ça coûte plus cher que la chirurgie la initiale, en chirurgie de fait. Du coup, rattrapage c'est coûte plus plus cher que compliqué la pour le chirurgie initiale. chirurgien. Et il Donc, faut savoir que quand le chirurgien accepte de vous opérer, c'est lui qui après prend tous les risques si derrière vous voulez vous exactement, retourner. exactement. Voilà. C'est Si le dernier jamais, qui vous a opéré qui est voilà, responsable. quand on opère, même si c'est le premier chirurgien qui a raté, si la patiente veut se retourner contre quelqu'un, c'est le dernier qui a touché qui va être embêté. Et donc, cette responsabilité, elle a un prix. Et donc, lorsqu'on décide de réopérer une patiente qui a été ratée, on prend cette responsabilité. Et donc, c'est pour ça que, voilà, c'est pour ça que, voilà. Donc, pourquoi c'est moins cher à l'étranger? Donc, ça, et Tracy vous l'a expliqué. Mais sur le plan pratique en tant que chirurgien, eh bien, moi, je suis là tout le temps pour les patientes. Elles peuvent me voir, elles peuvent me consulter. Et lorsque vous faites Et les puis, opérations, en plus, avec la vidéoconsultation, on va être en capacité de justement de proposer des formats aussi plus rapides et plus pratiques pour vous, pour assurer au niveau des caisses. Parce que souvent, là, il y a des angoisses qui sont très facilement rattrapables. Rien qu'en vous voyant, on arrive à expliquer des choses effectivement, que vous n'avez pas envie d'entendre par téléphone. Vous avez besoin d'avoir un contact visuel avec le chirurgien. Et si vous n'habitez pas juste à côté, et des fois vous hésitez à faire 1 heure de route pour un quart d'heure de rendez-vous, c'est des choses qu'on va pouvoir proposer dès la sortie. On va garder la possibilité de vous offrir